En gros, le message à passer, c'est on va continuer à être extrêmement prudents, tous collectivement, qu'on soit un particulier, un commerçant, peu importe, tous collectivement, les politiques aussi, mais on va quand même donner des marges de manœuvre qui vont nous permettre toujours de placer ce curseur entre trouver cet équilibre entre continuer à être efficace contre ce virus mortifère. Ça veut dire qu'on est toujours dans le confinement, qu'on soit clair. On sera toujours, le Premier ministre l'a dit dans son audition à l'Assemblée la semaine dernière, un confinement adapté, un confinement allégé, mais un confinement. C'est irresponsable, c'est déraisonnable en tout cas d'ouvrir les restaurants trop tôt. Et puis on en revient pour le coup à débat scientifique. On a une grande étude parue dans Nature la semaine dernière qui dit bien que les lieux principaux de contamination, c'est clairement ceux qui sont donc désolé fermés, Michel, confinés, donc les restaurants, ça n'est pas possible. Où on a des contacts étroits, et c'est les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, les salles de sport, et puis il y a une décroissance. Donc c'est clairement établi. Je vous confirme que placer le curseur au bon endroit est particulièrement difficile. On a un équilibre. Maintenant, on a un trépied à la santé physique, infectieuse d'un côté, la santé mentale et l'économie. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre ces trois piliers. C'est infiniment difficile. Il n'y a aucune recette miracle. Il n'y a aucune magie là-dedans. Il y a de la rigueur, de la détermination. Et la détermination, elle est clairement à essayer de s'approcher dans un mode de vie qui nous permette d'assurer notre santé à tous, d'assurer l'économie de l'autre côté. L'économie, ça participe aussi du moral de tout le monde, surtout dans cette période de fête, et qu'on n'arrive pas à cette situation terrible que connaissent par exemple les États-Unis, qui ont donné pour consigne aux ressortissants américains, ne fêtez pas le Thanksgiving, qui est la fête majeure aux États-Unis. Aux États-Unis, il commence déjà à y avoir des embouteillages parce que les Américains traversent le pays pour aller voir leur famille. Rappelez-vous, au mois de janvier, quand l'épidémie est apparue à Wuhan, c'était le moment du Nouvel An chinois. Et la même chose, et c'est aussi ce qui a contribué à la propagation. C'est un virus social, on l'a dit. C'est un virus social et qui nous coupe ce qui est essentiel chez nous en tant qu'être humain, qui sont les relations sociales. C'est très compliqué, il faut les reconstruire, il faut les réimaginer, et notamment pour Noël, avoir la certitude, et je pense que c'est ce que le président annoncera, on pourra se retrouver, on pourra se rapprocher, mais pas trop, avec la distance du bras, en restant extrêmement proche. Exactement. N'oublions pas que nous avons, par nos actions, par nos décisions, empêché le pire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est difficile de dire ça tue si peu, ça rend malade si peu. D'abord, ceux qui ont été malades peuvent vous dire que c'est quand même une saleté et qu'on aimerait mieux l'éviter tous. Et on a évité certainement des catastrophes. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc continuons. Ça, on ne saura jamais. Donc pour le coup, on fait confiance à votre bonne foi. On ne saura jamais. Alors on a quelques modèles qui ont été faits notamment sur les bateaux de croisière. Mais voilà, maintenant on avance. Ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver une économie, car la dignité de chacun, et c'est bien ce sur quoi nous travaillons depuis 3 ans, c'est vraiment d'avoir du travail, de pouvoir vivre du fruit de notre travail. Et sauver les entreprises qui sont en train en ce moment de mettre la clé sous la porte. Et là, pour le coup, l'effort qu'on a fait sur le plan de soutien et sur le plan de relance, quand on prend 3 pas de côté et qu'on va à l'étranger, regardez un peu, moi je regarde, j'aime beaucoup, évidemment, je suis très sensible à ce qui se passe à l'étranger, en Europe ou hors d'Europe, ils regardent le plan de soutien français et ils disent « Waouh, les Français, impressionnants ». Je crois que c'est important, cette violence faite aux femmes, dont on sait en plus qu'elle est particulièrement en recrudescence dans les conditions actuelles qu'on connaît, d'enfermement de beaucoup de nos concitoyens. Elle est absolument inexcusable, cette violence faite aux femmes, et elle doit être condamnée. C'est donc maintenant une circonstance aggravante, et c'est une excellente chose. Maintenant, reste à faire connaître ce droit. Parce que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit votre reporter, c'est le fait que certaines personnes pensaient au contraire les gens le pensent que c'était une circonstance atténuante. Ce fameux crime passionnel qu'on voit dans les séries souvent, etc. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour dénoncer les violences faites aux femmes et pour encourager les femmes à parler. Et ça, on sait combien c'est difficile. 3919, donc géré effectivement par une association, et simplement, il faut étendre les plages horaires de ce numéro. Et donc, il faut pouvoir, les règles des marchés publics sont très claires. On doit forcément ouvrir un marché public, mais la Marlène Schiappa s'est parfaitement exprimée là-dessus. Elle souhaite que l'association actuellement en charge du numéro soit celle qui également le gérera sur des plages horaires. Il faut leur dire parce qu'elles sont extrêmement inquiètes. Elle l'a dit cette semaine, elle l'a déclaré dans la presse, c'est très clair. Donc, on respecte les règles, car nous avons en France des règles à respecter, et c'est très bien qu'on les respecte. Et on est obligé de faire une ouverture de marché public quand il y a ce type de questions. Mais en tout cas, la proposition de loi portée par mes collègues Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, elle nous a été présentée il y a maintenant près de 2 ans. Donc ça n'avait rien à voir avec la crise actuelle. Je me rappelle très bien en réunion de groupe, et Jean-Michel Fauvergue, qui est donc un ancien membre de la police nationale, qui nous a très bien expliqué comment on avait besoin de faire ce continuum de sécurité, la sécurité à laquelle chacun aspire. Et donc, on a bien l'objectif avec cette loi qui a été votée ce matin à 6h du matin, qui sera votée en vote solennel mardi soir. Et on a travaillé toute la nuit pour pouvoir avancer sur ce sujet. Eh bien, l'objectif est vraiment de pouvoir répondre à la demande
et de nos concitoyens. Encore un sondage il y a 48 heures qui disait combien ils avaient envie d'être protégés, ils aspiraient à avoir plus de sécurité, et la sécurité de nos forces de l'ordre, de nos forces de sécurité, on doit les appeler comme ça, qui doivent également être protégées. Donc il faut trouver le bon équilibre, et également absolument en respectant absolument la liberté de la presse. Ça ne fait aucun doute pour personne. Vous nous confirmez qu'il y a quand même eu il y a au minimum une maladresse peut-être de la part du ministre de l'Intérieur. Absolument. Il n'est pas dans mes habitudes de manipuler la langue de bois. Donc je vous confirme qu'effectivement, il y a eu des maladresses et pour lesquelles il y a eu un rétropédalage après, une mise au point qui a été très claire. Et d'ailleurs, une réécriture, un complément d'écriture qui a été ajouté dans ce fameux article 24 qui parle du pour garantir la liberté d'expression de la presse, notamment la liberté de la presse. Et ensuite, il n'y a aucune notion, je veux rassurer aussi ceux qui s'émouvaient du sujet, aucune notion par rapport à la tribune qui a été publiée. Il est hors de question qu'il y ait une accréditation. L'accréditation n'existe que pour des circonstances tout à fait particulières. Les députés ne sont pas là pour défendre le gouvernement. Ce n'est pas notre mission. Nous, on est là pour représenter. Non, mais vous faites partie de la même majorité. Nous sommes là pour représenter ceux qui nous ont élus. C'est tout à fait différent. Porté par un projet, en ce qui me concerne, qui est celui du président de la République. Donc vous avez le droit de dire en tant que député de votre majorité que votre ministre de l'Intérieur dit des bêtises. Absolument. Et il faut se réjouir du fait. Moi, ce que j'observe là, c'est la vitalité et l'efficacité de notre démocratie, qui fait qu'à la fois, nous avons des députés qui se sont exprimés, le gouvernement de son côté, les citoyens et des citoyens, en l'occurrence également des journalistes qui se sont exprimés. Tout le monde a tiré des signaux d'alerte. Attention, il y a un problème. Attention, et donc tout ceci a permis de concourir à écrire la loi correctement pour arriver à l'objectif auquel nous aspirons tous, qui est d'assurer la liberté de la presse d'un côté et la sécurité de nos forces de l'ordre. Fabien Gay, vous êtes rassuré ? Objectif atteint. L'isolement très strict tel que certains pays l'ont observé, notamment en Asie, 14 jours pour un cas positif, 7 jours pour un cas contact, est un dispositif qui fonctionne, mais très très strict. Et du coup, certains pays ont mis en œuvre des outils qui ne sont pas transposables, en tout cas en l'état, et en tout cas pas sans passer par le Parlement, dans le droit français. Là, je précise que ça n'est pas une proposition de La République En Marche et du gouvernement. C'est un député. Voilà, un certain nombre de députés qui lancent ces appels. Ils font partie, effectivement, de la majorité, par ailleurs. Ils font partie de la majorité. L'isolement, on voit bien, c'est un dispositif compliqué qui a plein de conséquences. On prend, par exemple, une maman qui serait seule avec 2 enfants, ou un peu importe, avec un enfant. Si elle se retrouve positive et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle s'isole chez elle, comment fait-elle pour l'emmener à l'école ? Comment fait-elle pour aller faire ses courses ? Donc, on a besoin de s'organiser. Donc, l'isolement est essentiel. Je crois que le message clé à faire passer, plutôt que de le rendre obligatoire, je comprends l'objectif que recherche Olivier Becht, mais néanmoins, il faut vraiment faire comprendre l'importance de l'isolement, mais également... Vous voulez dire que c'est la pédagogie, c'est pas la contrainte qui va pouvoir nous faire avancer. Un outil a été mis en place à Paris, au moment de la première vague, qui s'appelle Cofisan, justement, qui avait pour objectif d'accompagner, et ça j'y crois très fortement, et on pourrait tout à fait imaginer des sortes de brigades. Alors, il parle de la réserve citoyenne, enfin... Le mot brigade, déjà, ça fait peur. Ça fait très peur, exactement. Enfin, en tout cas, des personnes qui seraient mandatées pour passer un coup de téléphone, demander aux gens comment... Ne serait-ce que demander aux gens, parce que s'isoler, ça veut déjà dire qu'on se retrouve aussi seul, pour certains d'entre nous. Donc, passer un coup de téléphone, comment pouvez-vous mettre en place ce confinement, cet isolement ? Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous porter vos repas ? Est-ce que vous avez besoin de médicaments ? Donc, on a peut-être des outils qu'on pourrait mettre en place collectivement pour aider à la prise de conscience de l'importance de cet isolement quand on est positif et quand on est contact. Merci.